Intégré à son rythme. Enregistrement pour la période du mois d'août 2022. En fait, j'en suis venu au constat que le rythme d'intégration est propre à chacun. Récemment, j'ai eu un échange par courriel avec un auditeur. Donc, s'il m'écoute, je le salue. Et puis, il me disait, ben, regarde, dans ta capsule que tu as faite récemment, une que j'ai faite il y a quelques jours. Bon, je parlais du voyage que j'ai fait en Gaspésie. Et puis, il me disait, ben regarde, tu te racontes, il y a une lourdeur énergétique. Il était très critique par rapport à ma capsule en disant, ben là, c'est moins vibrant que d'autres capsules. Donc, c'est sûr que si on le prend au niveau supramental, pour être transparent puis honnête, je suis capable de le reconnaître. Donc, j'étais plus dans un plaisir de l'âme à raconter un voyage que j'ai fait. Et par rapport à ça, ce que j'ai à dire, c'est que ça m'a fait un plaisir au niveau de l'âme de partager un peu le voyage que j'ai fait en Gaspésie, les lieux que j'ai vus, etc. Et lui, c'est sûr qu'il trouvait ça un peu plate, dans le fond, ce type de capsule-là. Mais ce que je veux dire pourquoi que je reviens là-dessus, c'est que j'ai pas la prétention de faire des enregistrements qui sont tout le temps dans une grosse vibration là, de contestation occulte. Là. Je travaille pas tout le temps au niveau de la colère mentale à travers de la véhiculer par rapport à une parole. Là. Dans le cadre d'enregistrements audio, j'ai encore le plaisir de vibrer à des beaux lieux. Donc, c'est sûr que ça fait pas des enregistrements avec une même intensité. Et c'est ainsi. Chacun a son rythme d'intégration. Puis si je cherche à brusquer mon rythme pour lui faire plaisir, puis faire juste des enregistrements où est-ce que j'ai dans une attitude de colère mentale, parce que je veux répondre à une volonté d'être dans un très vibrant. Bon, mais si je fais ça par attitude psychologique, c'est comme un peu quelqu'un qui simule l'orgasme dans une relation sexuelle. Tôt ou tard, son partenaire risque de le découvrir. Et c'est pas honnête. Donc, c'est sûr que quand j'étais revenu de voyage il y a quelques jours, j'étais dans une vibration très molle. J'étais pas dans une attitude contestataire. Donc, j'étais plus calme, j'étais relax. Puis je le suis encore à un certain niveau. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais juste dans le plaisir contemplatif, un peu comme un moine qui a parcouru un bel endroit de le partager. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que mais j'ai pas la prétention, c'est ça, de faire des enregistrements qui sont tout le temps dans une grosse vibration. Puis j'ai pas le goût de tout ça non plus. Ce qu'il faut que les gens réalisent, c'est de véhiculer une vibration très haute à travers la parole. C'est toujours en relation avec des chocs de vie qu'on vit. C'est ça qui sert de carburant pour nous propulser à ce niveau-là. Fait que le prix à payer pour l'ego, pour un enregistrement qui est très vibrant, ça peut être, par exemple, vivre un problème de santé grave, avoir un accident d'automobile, perdre son travail, ensuite faire des pertes financières importantes, etc. Il y a toujours un prix, c'est-à-dire un événement qui se met sous tension pour que la vibration puisse être descendue et s'articuler à travers une parole. Et c'est sûr que moi, au niveau de la communication, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Oui, il peut y avoir des enregistrements un peu plus vibrants que d'autres. Puis des fois, je suis un petit peu plus relax. Mais si je suis relax, je ne ferai pas semblant d'être en colère parce que je ne le suis pas. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est sûr qu'il ne faut pas avoir d'attente aussi par rapport à mes enregistrements parce que lui ce qu'il me disait, c'est qu'il écoute mes enregistrements une fois de temps en temps au cas où qu'il y en a un qui trouve plus vibratoire que les autres. Mais c'est son expérience à lui. Moi, mon optique à travers mes enregistrements, c'est de m'exprimer. Et m'exprimer, ça peut être à différents niveaux. Donc, si je veux un événement choc, par exemple, comme ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire mon auto, je me fais rentrer dans le derrière, puis à peu près 6 000 $ de dégâts, ça m'ébranle, ben là, c'est sûr que ça me met dans une vibration très différente que si je reviens de voyage, puis c'était calme, puis je regardais l'océan, puis
Non, non, c'est sûr que c'est pas pareil comme intensité du vécu. Et c'est sûr que ça se transcrit à un certain niveau à travers ma parole. Mais je chercherai pas par attitude psychologique de dire, ben là, je me lève à matin puis il faut que mon enregistrement soit vibrant, là. Tu sais, m'imposer quelque chose psychologiquement, c'est pas intelligent. Il faut que ça soit naturel. Et pour que ça soit naturel, eh bien, ça prend un événement choc que mon ego a pas choisi, qui va m'altérer régulièrement. Tu sais, quelqu'un qui s'impose quelque chose en disant, ben là, aujourd'hui, je sors de ma zone de confort en le décidant psychologiquement. Je vais aller dans un restaurant que je connais pas ou je vais faire une activité physique que je connais pas, mais qu'il l'a décidé subjectivement. Il reste pareil sur sa zone de contrôle. Quand même que la personne a dit « Ah, aujourd'hui, je suis fier de moi, j'ai sorti par moi-même de ma zone de contrôle, puis au lieu de soulever 100 livres, j'en ai soulevé 200. » C'est encore l'ego qui est au pouvoir qui décide, tandis que le type de changement auquel je fais allusion, qui apporte une modification vibratoire au second niveau, c'est-à-dire au-delà du plan psychologique, ben c'est à quelque part l'esprit qui le décide, ou la vie, ou les événements. C'est-à-dire que l'ego l'a pas choisi. Donc, ça se provoque pas, ça se planifie pas intellectuellement, ça se réfléchit pas. Et chacun intègre sa vie à son rythme. C'est la raison pour laquelle chaque personne a un taux vibratoire qui lui est propre. C'est en fonction des événements de la vie. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'égo, je chercherais pas à être masochiste puis à m'exposer à des gros événements chocs. Mais aussi, il faut pas être stupide, il faut pas chercher à faire preuve de procrastination. Il faut agir quand c'est le temps. Mais si on cherche à devancer le temps psychologiquement, ça fait pas plus avancer dans le sens que parce que c'est un mouvement qui est le fruit d'une attitude psychologique de l'ego. Donc tout ça est extrêmement délicat à aborder. Mais moi, par rapport à tout ça, moi, ce que je veux mentionner aux gens, mon mouvement de communication, il est en fonction de moi. Donc, de parler d'un voyage, ça me donne une forme de plaisir de vie. Puis si à un moment donné, je vis quelque chose de plus vibrant, quelque chose qui m'amène un choc à l'ego, ben, c'est sûr que ça va se traduire à travers mes propos, mon intensité de parole, mais ça, je le planifie pas puis je le provoque pas. Tu sais, je peux pas dire, je vais faire un enregistrement chaque semaine, le mercredi soir, puis il va, à ce moment-là, ça va être plus le temps vibrant. Ben non, ça marche pas comme ça, la vie. Et c'est ça que je voulais, dans le fond, mentionner. Puis l'intensité d'intégration est propre à chacun. Tu sais, quelqu'un peut dire à l'autre, regarde telle chose, tu manques d'ajustement, telle chose dans tes propos, telle autre chose. Puis la personne peut le regarder en disant, si la personne est honnête et transparente, elle dit, ben oui, c'est vrai, tel enregistrement au niveau de la vibration qui est exprimée, oui, je suis moins dans un état vibratoire qui est proche d'une colère mentale, je suis moins dans une parole qui est créative. Moi, je suis capable de faire l'exercice de le reconnaître. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la vibration créative, pour qu'elle se manifeste, il faut être à fleur de peau. Pour être à fleur de peau, ben il faut que les corps soient changés. Et c'est pas l'ego qui, au niveau de son corps d'énergie, va se lever le matin puis va dire demain à matin là, je vais avoir un corps qui plus dans le fond altéré au niveau vibratoire pour être capable de descendre une vibration plus grande puis avoir plus de courant dans la parole. Non, ça marche pas comme ça. L'ego médite 20 minutes par jour, qui médite une demi-heure ou une heure par jour, c'est pas ça que ça va donner comme résultat. Que l'ego jeûne ou jeûne pas, qu'il fasse exercice, qu'il fasse pas, qu'il fume ou qu'il fume pas. C'est autrement. C'est géré par-delà l'ego. Et c'est ça qui peut être un petit peu plate par rapport à l'ego qui a un désir d'avancer. C'est que ça met en échec le désir d'avancer. L'ego, ce qu'il peut faire au niveau psychologique, bon, il peut étudier les choses qui, par exemple, vont favoriser sa santé. Des fois, je fais ça. Quelqu'un peut dire, ben regarde, tu fais une capsule audio où tu parles d'articles que tu lis, c'est psychologique. Je vais dire à la personne, t'as pas tort. C'est mon ego qui étudie ça. Puis là, il va dire, ben là, c'est moins vibrant que si tu parles créativement à partir de rien. Je vais dire, oui. Mais puis là, il va dire, ben là, pourquoi tu continues à faire des capsules comme ça? Puis là, je vais dire, ben c'est parce qu'à quelque part, ça m'apporte une forme de plaisir ou de satisfaction. Puis
c'est sûr qu'on est des êtres humains. Les choses se saturent avec le temps. Comme moi, par exemple, par rapport à la musique, il y a plusieurs années, j'ai été voir un spectacle de musique du groupe Heavy Metal quand il était venu à Québec, Rammstein. Et au moment que j'y étais, il y avait des gens, puis c'était très agressif là, dans la foule, c'était très intense. Les gens se mettaient à crier, à hurler, etc. Et à ce moment-là, j'avais encore la possibilité d'aller là, dans le sens que ça heurtait ma sensibilité à un certain niveau. Mais ça m'apportait un certain plaisir au niveau de l'âme. Et puis, après ça, quelques années plus tard, mon frère, quand que Rammstein sont revenus, m'avait offert d'aller voir le groupe gratuitement, à la différence de la première fois, où ça m'avait coûté quand même un montant d'argent. Donc, ça m'aurait rien coûté d'aller voir ce groupe de musique heavy metal, mais la vibration que j'avais à ce moment-là avait changé. Ma sensibilité étant plus grande, même si on me payait, on m'offrait l'opportunité d'y aller, puis ça me coûte rien, quelqu'un payait à ma place, le droit d'entrée. Non, j'y ai pas été, j'avais pas la sensibilité. Donc, le changement de sensibilité, ça fait au rythme de chacun. Et on peut pas le devancer. Moi, j'étais très heureux au moment où j'ai été voir le groupe de musique. Ensuite, j'étais heureux de pas y aller. Mais c'est en fonction. C'est sûr que en fonction de chacun son rythme. On peut pas demander à quelqu'un de dire « Ouais, du jour au lendemain, là, tel groupe de musique, t'as pas à aller là, ensuite t'as pas à manger tel aliment, t'as pas à faire ci, t'as pas à faire ça, tel film c'est astral, telle chose, telle chose. » On peut éclairer la personne sur quelque chose une activité qui peut être moins vibrante qu'un autre, certes. Mais ultimement, il faut que le changement en termes d'ajustement vienne de la personne, et pour que le changement vienne de la personne, il faut qu'elle soit travaillée vibratoirement par l'esprit pour en venir à ce seuil-là. Parce que sans ça, c'est psychologique. Tu sais, quelqu'un qui arrête d'écouter un type de musique pour faire plaisir à l'autre, bon, ben ça vient pas de son intériorité, ça vient pas de sa source. C'est-à-dire que, à quelque part, la personne fait ça pour plaire à l'autre, donc il est encore dans une attitude psychologique. Même chose si la personne change d'alimentation, parce qu'il y en a une qui dit à l'autre « Ah, faut que tu manges végétarien. Parce que sans ça, c'est pas beau. Dans le fond, il y a des animaux qui meurent à cause de toi. Les animaux sont des êtres dotés d'une sensibilité plus grande que les végétaux. Donc, si tu manges de la viande, c'est pas beau. » Tu sais, autrefois, on culpabilisait les gens avec la religion en disant « Ah, tel comportement, c'est un péché. » Bon, ben aujourd'hui, au niveau alimentaire, c'est un petit peu le même principe. On cherche à culpabiliser les gens s'ils n'adoptent pas une certaine forme d'alimentation. On peut dire aux gens « Ah, il va falloir dans l'avenir manger des insectes. » Parce que les insectes vont se nourrir de résidus, de fruits et de légumes qu'on mange. Donc, c'est plus écologique que, par exemple, de cultiver que ce soit là, des porcs, que ce soit donc des cochons, que ce soit aussi du bœuf. Parce que pour produire chaque livre de bœuf, ça prend plusieurs livres de végétaux. Or, à ce moment-là, si on veut qu'une grande quantité de gens de la population sur la Terre vivent, ben il faut que les gens arrêtent de manger un animal qui est la transformation. Parce que l'animal, ça dépense d'énergie. Tu sais, si l'animal il se déplace dans un pâturage, bon, ben il y a une partie des végétaux qui consomment qui sert à se déplacer. C'est pas juste à l'engraisser. Tandis que si tu manges le végétaux directement, ben à ce moment-là, ça fait plus de nourriture accessible pour une grande quantité d'humains. Donc, si à chaque fois que tu manges une livre de végétaux, en réalité, ça équivaut à plusieurs livres de viande, ben sur le plan comptable, sur le plan économique, ben ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir plus de nourriture accessible pour plus des gens. Si les pâturages, au lieu d'être utilisés à cultiver des animaux, ben on les utilise pour cultiver des végétaux. Au niveau comptable, au niveau réflectif, intellectuel, ça donne plus de nourriture à plus de personnes, puis on peut nous servir cet argument-là. Mais si la personne change son alimentation pour faire plaisir à l'autre, mais ça vient pas de son intériorité, dans un état de conformité d'apparence, c'est superficiel, puis tôt ou tard, où ce qu'elle est, ses habitudes vont venir au galop, ou son état va revenir au galop. Tu sais, quelqu'un peut dire à l'autre « Ah,
Ouais, dans tel enregistrement, c'est moins vibrant. La personne peut avoir raison. L'autre peut changer en disant, ah, je vais faire des enregistrements vibrants, juste vibrants à partir de maintenant, dans une attitude psychologique. Puis quelques mois plus tard, ah, le naturel leur revient au galop puis il refait quelque chose de moins vibrant. Pour qu'il y ait un changement au second niveau, c'est sûr que c'est intelligent de bénéficier de l'intelligence des autres. Le gars m'a amené certains points de critique constructive à travers l'échange de courriels. Bien, je les ai pris en considération. C'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont des critiques constructives, ce que j'entends par là, des éléments qui peuvent être utiles pour rehausser le niveau, ça me fera plaisir de les prendre en considération. Mais pas des critiques destructives, là, où la personne insulte une autre. Là, ça, c'est sûr que ça ne m'intéresse pas, des attaques personnelles. Mais le point que je voulais faire, c'est que, dans le fond, un peu comme pour un programme d'entraînement, quelqu'un peut prendre la résolution au mois de janvier sous l'influence de la famille qu'elle rencontre le premier de l'an, où chacun à tour de rôle parle des résolutions qu'ils prennent pour la nouvelle année. Puis là, la personne, sous la pression des autres, elle va vouloir leur faire plaisir puis dire, moi, comme résolution, je vais m'entraîner à chaque semaine 3 fois en salle d'entraînement. Non, il y a des gens qui prennent des résolutions pour faire plaisir aux autres, et par la suite, qu'est-ce qui arrive? Quelques mois plus tard, la personne lâche. Pourquoi? Parce que le mouvement venait pas d'elle. Il faut que le mouvement vienne d'une personne pour amener un changement significatif dans une vie. Ça prend une souffrance vibratoire pour que ce soit un changement de second niveau, c'est-à-dire un changement psychique en relation avec le comportement individuel plutôt qu'un changement au niveau psychologique que la personne va faire sous l'influence de l'environnement. La distinction entre les deux, c'est que le changement psychologique est sous l'influence des formes qui entourent la personne, des individus, tandis que le changement au second niveau est en fonction de son intériorité. Si, par exemple, une personne me confronte et vibratoirement me fait réaliser que je suis pas ajusté, puis intérieurement, ça me le confirme, je suis obligé de reconnaître que c'est le cas. Par contre, ce qui peut arriver aussi, c'est que s'il n'y a pas une saturation réelle d'un comportement chez moi, dans le sens que si mes corps sont pas suffisamment changés, le comportement donné risque de revenir. Ça prend un changement, puis souvent le changement, c'est en lien avec une mutation énergétique, et ça, c'est individuel à chacun. Ça me fait penser au fait qu'il y a des gens qui vont faire des thérapies 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marchera pas. Mais pour qu'un changement thérapeutique fonctionne, il faut que ça vienne de la personne d'elle-même. C'est ainsi. Et c'est pour ça aussi que je m'illusionne pas par rapport aux enregistrements que je fais ou l'écoute que les gens peuvent en faire des enregistrements, que ce soit les miens ou d'autres personnes. Quelqu'un peut écouter des centaines de fois des enregistrements qu'on dit à caractère vibratoire d'instructeurs qui sont venus dans le passé. Mais le point, c'est que le changement, fondamentalement, vient de l'individu concerné. Que la personne a écouté 300 enregistrements de Bernard de Montréal, ou il en a écouté 400. Si la personne n'est pas réellement mise en vibration par son esprit pour apporter des changements dans sa vie, ça se fera pas. L'écoute des enregistrements peuvent donner une vibration qu'on peut goûter qui amène un état de paix mentale. C'est sûr que ça peut servir extérieurement à confirmer quelque chose qu'on perçoit déjà, donc de donner une forme de support à un certain niveau. Mais le point, c'est que le changement doit toujours venir de l'individu concerné. Donc, écouter un enregistrement, c'est pas, dans mon optique, suffisant. Si la personne vit un choc de vie, d'écouter l'enregistrement, ça accompagne la vibration qu'elle intègre en relation avec le choc de vie. Bon, si quelque part la personne a changé quelque chose et l'écoute de l'enregistrement favorise un état vibratoire en ce sens, l'écoute de l'enregistrement peut accompagner une personne dans quelque chose, au même titre qu'on peut être accompagné dans la vie pour faire un changement. C'est pour ça d'ailleurs que des gens qui font de la consultation ou du coaching. Mais l'accompagnement doit aller dans le sens de l'état interne de l'individu. Ce que certains vont appeler sa petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle dit. C'est tout. Parce que si l'accompagnement est en déphasage par rapport à ça, le changement que l'accompagnateur veut mettre en place, si c'est pas en relation avec la vibration que l'individu a intégrée, ça va être comme un feu de paille, ça marchera pas, un coup d'épée dans l'eau.
Donc, c'est ça. C'est sûr que ce que j'ai à dire par rapport à tout ça, c'est que c'est au rythme de chacun, et c'est sûr que quelqu'un qui est plus avancé dans un processus d'intégration, il peut regarder les autres puis il peut trouver ça plate qu'il avance pas plus vite. Mais la personne aussi, si elle cherche à se brusquer par elle-même psychologiquement, elle risque de se mettre dans un état de tension inutile. Donc, parce que elle va chercher à devancer son temps. Donc, c'est sûr, si quelqu'un, par conformisme psychologique, va chercher à avoir une vibration aussi haute que Bernard de Montréal, alors que la personne n'est pas marquée pour vivre ça présentement, elle peut vouloir faire 200 enregistrements, ça lui donnera pas plus accès à du matériel vibratoire, c'est pas supporté par l'esprit pour ça. La personne est mieux de vibrer à son niveau, plutôt qu'à chercher à imiter un autre, parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas authentique. Et vibrer à son niveau, ben c'est variable. C'est un petit peu comme le cours de la bourse. À un moment donné, ça monte, ça descend. À un moment donné, dans notre vie de tous les jours, on vit des périodes où on est plus en colère, des périodes plus de repos. Et les périodes de repos ont une fonction. C'est-à-dire que si la personne est juste exposée à des chocs de vie de grande intensité par les plans, ben à ce moment-là, elle risque de sombrer dans la dépression. Elle risque aussi peut-être même de devenir suicidaire. C'est parce qu'il y a une capacité d'intégration à chacun. Dans le sens que si la personne a vit des chocs, c'est très comprimé dans le temps, ben à un moment donné, elle va être à terre. C'est un petit peu des chocs, je parle, comme des charges d'énergie. Tu sais, si tu dis à quelqu'un, soulève, je sais pas moi, 150 livres, ou, ah ben tiens, je vais le prendre au niveau de l'entraînement général, ça va être plus simple. Tu sais, si la personne, tu lui dis, entraîne-toi à tous les jours avec une grande intensité, puis il n'y a pas de période de récupération, pour que la personne puisse se restaurer, se reconstruire plus fort sur le plan musculaire, ou quelqu'un qui travaille tout le temps, c'est sûr, elle va sombrer à un moment donné, tôt ou tard, dans la dépression, l'épuisement professionnel, c'est la même chose. Et c'est sûr que par rapport aux événements qui peuvent être amenés pour des raisons de programmation par rapport au plan, c'est la même chose. Il y a tout le temps un dosage par rapport à chacun, puis c'est la raison pour laquelle, de ma perspective, les périodes de repos, faut être capable de les apprécier quand on peut en avoir. Comme moi, j'ai eu une période de repos, j'ai fait un voyage où j'ai parcouru, entre autres, la Gaspésie. Bon, ben, j'ai eu ça comme période de repos. Je l'ai très bien apprécié. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne sait jamais les événements que nous réserve l'avenir. Et s'il y a des événements plus intenses, ben, c'est sûr que si on a eu des périodes pour se reposer ou se restaurer, c'est intéressant. Donc, tout ça pour dire que c'est bien de profiter de la vie. Et c'est sûr qu'à quelque part, être dans une dynamique de travail par rapport à l'esprit, ça demande de l'énergie. Tu sais, moi-même, je vis pas ça avec ma compagne, puis je ne chercherai pas non plus à vivre ça avec elle. Moi, je veux être avec elle puis me reposer. Tu sais, être en mode où ce que elle me confronterait tout le temps, ou moi je la confronterais tout le temps dans une dynamique de travail et de rosement vibratoire perpétuel ensemble, 24 heures sur 24, oublie ça. Parce que faut comprendre que les charges énergétiques qui sont en relation avec des ajustements qu'on a à faire au niveau de la parole, au niveau de vécu, notre rapport à l'événement, ça crée des tensions. Tu sais, c'est bien beau la question, par exemple, du couple conscient. C'est sûr que si les deux membres d'un couple sont capables de se respecter mutuellement, moi je vais trouver ça très beau. C'est ce que je vise dans mon rapport avec ma compagne, mais dans une dynamique continuellement du travail au nom de la conscience, ça m'intéresse pas. C'est un petit peu... moi, je peux être intéressé d'une manière ponctuelle dans une dynamique de la parole ou de l'ajustement. Tu sais, je fais une fois de temps en temps, vous l'avez sans doute remarqué sur ma chaîne, donc des entrevues avec Berthold. Berthold, quand que je parle avec lui, bon, à un certain moment donné, je dis quelque chose, va dire quelque chose. Des fois, il me confronte sur certains points, dans une optique de rehausser le niveau, d'amener des choses constructives. Je trouve ça très intéressant. Par contre, est-ce que je ferais ce type d'enregistrement-là à tous les jours ou à 8 heures par jour comme un travail? La réponse, c'est non. Parce qu'à un moment donné, ben il faut il faut se reposer aussi. Des fois, dans mes loisirs, tu sais, je vais écouter le gars qui faisait Mr. Bean. Bon, sur Netflix, il y a une télésérie, c'est
l'homme là, par rapport à l'abeille. Bon, j'écoute ça pour me relaxer, c'est très drôle. C'est sûr que je fais pas d'apprentissage vibratoire de haute voltige à travers ça, on s'entend, là. Comme quand j'écoutais Mr. Bean, c'est des gags visuels, c'est juste pour me permettre de rire et me détendre, puis c'est correct aussi. Tu sais, en réalité, ce que je dis, ça revient à dire que l'individu n'a pas à faire d'efforts psychologiques pour évoluer. Et puis, dans le fond, quand vient le temps, quand la personne vit un événement en choc, à un moment donné, le taux à agir, puis la vibration monte. C'est sûr que la personne s'est mise au pied du mur, elle n'aura pas le choix de changer sa vie. Tu sais, si quelqu'un, par exemple, n'arrête pas de fumer, parce que sans ça, la personne, elle va mourir du cancer, ben là, est un point, un carrefour d'intersection, d'un point de non-retour. Même chose, si la personne dans le fond, est menacée parce que là, au travail, elle a des douleurs physiques de plus en plus grandes, puis elle s'arrête pas l'emploi qu'elle occupe, ben à ce moment-là, sa condition continue à se dégrader. Fait que là, il faut qu'elle fasse quelque chose de moins physique parce qu'elle soulève trop des choses qui sont lourdes, qui l'amènent continuellement des douleurs au dos, puis à un moment donné, la médication augmente, puis il y a des effets secondaires. C'est trop incapacitant au niveau expérientiel. À un moment donné, la personne n'a d'autre choix que d'apporter un changement ou elle atteint un point de rupture, c'est-à-dire qu'elle s'entête dans un travail qui lui occasionne des douleurs, puis à un moment donné, elle est vraiment plus capable, puis est obligée d'être en arrêt de travail, puis elle est obligée de se réorienter. Mais le point de changement, si on peut dire, est en fonction de chacun. Même chose pour une civilisation. Une civilisation, une société va endurer des mesures liberticides qui enlèvent les libertés d'individus par un régime en place. Il y a un couvre-feu qui est mis en place, des restrictions très strictes, etc. Mais si la société, par rapport à ces restrictions-là, elle n'en souffre peu ou pas, parce que les gens sont psychologiques, ben, ça se peut que les gens qui ont été mis au pouvoir démocratiquement pour mettre de telles mesures en place vont être réélus. Pourquoi? Ben, parce que la souffrance n'a pas été grande pour amener la population à se désaffilier par rapport à un parti politique, à amener un changement dans son rapport. Donc, c'est ça. La vie, c'est des jeux de balancier. Donc, comme je disais, ben, la personne, en lien avec ce que je vous parle, ben, c'est en relation avec un échange que j'ai eu avec lui. Puis, dans le fond, tout cet échange-là me ramène au principe qu'on évolue chacun à son rythme. Puis ça doit être respecté. Tu sais, moi, si je peux encore avoir du plaisir à voyager, me raconter par rapport à un voyage, c'est parfait. Le jour où il y aura des changements vibratoires dans ma vie qui feront que je serai plus capable, mais ça sera pas un effort de mon ego. Ça va être juste que je suis plus capable. C'est un petit peu, dans le fond, même chose pour d'autres personnes. Il y a des gens qui vont dire, ben là, t'es chanceux dans un sens parce que tu peux encore voir les membres de ta famille, aller à des réunions de famille, même s'il y a des décalages vibratoires. Puis oui, à quelque part, je suis privilégié puis je l'apprécie. Le jour où je pourrais plus faire ça, je le ferai plus. C'est tout. Donc, c'est un petit peu, à un moment donné, dans un de ses enregistrements, Bernard de Montréal parlait des chasseurs. Puis il disait, si la personne dit à un autre d'arrêter de chasser par attitude psychologique en disant « c'est pas beau de tuer des animaux », ben, à quelque part, dans le fond, ça revient à dire que le vrai changement du chasseur qui va arrêter, c'est pas parce que l'autre va dire « c'est pas beau de tuer des animaux ». De ce que je comprenais de l'enregistrement, c'est non, c'est parce que le chasseur va devenir tellement sensible que sa sensibilité va faire en sorte qu'il sera plus capable de tuer les animaux, il aura plus de plaisir, ça va tout heurter sa sensibilité d'avoir à tuer l'animal. Et ça va se faire tout seul. Fait que, de ce que Bernard il disait, ben, tant que la personne peut chasser, qu'il en profite, de faire des voyages de chasse, etc., qu'il en profite. Parce que si son temps est venu pour arrêter, ben, il va y avoir un changement vibratoire qui va faire qu'il sera plus capable de faire ça. Donc, puis, c'est ça le point. Fait qu'en réalité, notre vie est en charge en fonction de l'esprit. C'est un petit peu comme quelqu'un, lorsque la personne avance en âge puis a trop mal aux genoux, parce que le cartilage entre l'os, ou ce que la cuisse puis le mollet, c'est trop dégradé, puis l'os vient frotter sur l'os parce que la paroi coussinée est plus là. La personne, elle a mal
quand les genoux frottent, puis elle est plus capable de jouer au tennis. Et quand elle peut jouer au tennis, elle a la vibration pour ça. Dans le fond, elle peut continuer à jouer au tennis. À un moment donné, si les os, en se frottant l'un sur l'autre, elle est plus capable. Elle est plus capable, je veux dire, elle n'a pas besoin d'être convaincue d'arrêter de jouer au tennis à ce moment-là. Elle pourra plus. Elle n'aura plus la capacité physique. C'est la même chose pour nous autres ou par rapport à nos civilisations. Donc, s'il y a un changement de second niveau individuel à être fait, c'est en fonction de crise, de choc. Et c'est la même chose pour notre société ou les civilisations dans lesquelles on vit. Donc, si à un moment donné, il y a un débordement avec des mesures autoritaires qui sont trop graves, qui heurtent trop la sensibilité des gens, ben, il y aura un changement de gouvernement. Mais si les mesures, dans le fond, n'heurtent pas trop la sensibilité des gens, eh bien, à ce moment-là, le parti politique qui les a mis en place, risque d'être en puissance, puis dans les sondages très élevés. Et c'est normal, c'est un effet de balancier. Donc, et c'est la même chose pour les individus. À un moment donné, s'il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, la personne explose. Et ça crée des mouvements de mise en action. Donc, quelqu'un qui endure depuis un certain nombre de temps un emploi qui lui crée des tensions énergétiques, à un moment donné, si la personne a vu trop de tensions par rapport à ça, trop de souffrance, et là, il y a quelqu'un qui est désagréable au travail, puis ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la personne va donner sa démission. Elle n'aura d'autre choix. Et là, à ce moment-là, la personne va s'engager dans un mouvement que ça se peut que ça faisait un certain temps qu'elle y pensait, mais le point de rupture n'était pas atteint. Et chaque personne a sa limite par rapport à certaines choses. Même chose par rapport à la rupture d'un couple ou d'arrêter les fréquentations familiales ou arrêter d'écouter de la musique heavy metal ou arrêter de se raconter par rapport à un voyage. Donc, lorsque la personne n'a plus la vibration pour ça, elle arrête. C'est tout. Et c'est sûr que par rapport à tout le processus de conscientisation que j'étudie depuis plusieurs années, ce que je réalise, en réalité, c'est ce qui amène vraiment des changements, c'est les chocs de vie. C'est pas l'exposition de l'information alternative. Tu sais, il y a des lanceurs d'alerte qui vont faire des vidéos, ils vont en faire des centaines pour dire, regardez, là, telle chose que le gouvernement a fait, ça n'a pas de bon sens, ça va à l'encontre des droits et libertés. Si la personne qui écoute ça, elle souffre pas tellement de ça, ou elle n'a pas atteint sa limite de souffrance, ou elle n'est pas assez sensible pour en souffrir ou le voir, quand même que la personne en écoute 200, 300 vidéos, elle ne sera pas mobilisée pour amener un changement de parti politique au pouvoir ou pour s'engager dans une action, que ce soit manifestée dans la rue par rapport à pour contester certaines mesures gouvernementales. Elle ne le fera pas. Ce qui amène le changement, c'est la souffrance, et la souffrance vécue est en fonction de la sensibilité propre, et c'est une question individuelle. Et pour qu'il y ait une masse critique, pour qu'il y ait un changement collectif, ça prend une masse significative de personnes qui souffrent. Et une sensibilité qui est à la hausse. Il y a des collectivités qu'au fil du temps, la sensibilité a été haussée, et certains types d'abus qui étaient acceptables autrefois, sont dénoncés aujourd'hui sur la place publique. Donc, autrefois, si par exemple, il y avait un religieux qui agressait sexuellement des enfants ou qui avait des attouchements, à ce moment-là, souvent c'était camouflé, si on pense au Québec, alors qu'aujourd'hui, ça va sortir de la place publique, ça va être dénoncé, ça va être contesté. Donc, pourquoi? Parce qu'autrefois, les gens étaient plus soumis à l'influence de la religion au Québec et donnaient beaucoup d'importance aux religieux. Et à ce moment-là, ils ne les contestaient pas parce que les mettaient sur un piédestal. Aujourd'hui, ça a changé. Autrefois, il y a des gens qui trouvaient ça injuste ou, ils trouvaient que ça n'avait pas nécessairement d'allure, les gens qui étaient victimes de violences physiques ou psychologiques. Mais la contestation de ces comportements-là et leur dénonciation en société n'était pas, même chose pour les abus sexuels chez les enfants, n'était pas aussi grande. Ce qui a changé au fil du temps, c'est la sensibilité des gens. Et aujourd'hui, des choses qu'une minorité peuvent
sembler ne pas avoir de bon sens, ben, va apparaître avec clarté comme n'en ayant pas à une partie de la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a un début à tout. Au début, les gens qui dénonçaient les abus sexuels ou les agressions physiques, psychologiques, au début, c'était une minorité de la population, puis ensuite, le mouvement a augmenté. Et là, les changements, les paramètres sociaux ont changé. Il y a eu des lois qui ont été mises en place. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Et tout le système juridique s'est adapté à la sensibilité d'une collectivité. Mais ça prend du temps. Et chaque chose en son temps. Que ce soit l'intégration de changements individuels ou collectifs, c'est toujours chaque chose en son temps. Et le temps n'est pas sous le contrôle de l'ego. Quelqu'un peut désirer qu'il y ait des changements collectifs. Ben c'est pas lui qui décide. D'ailleurs, l'individu décide même pas des changements au second niveau qui peuvent apparaître dans sa vie. Dans le sens qu'il décide pas des événements chocs qui vont le perturber, parce que s'il déciderait, probablement qu'il s'organiserait pour qu'il n'y ait pas lieu. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'échangeais avec la personne, puis bon, dans le fond, il a perdu contact avec sa fille. Bon, ben, probablement qu'il s'est pas levé le matin pour dire « Ah, il va y avoir un concours de circonstances qui va faire que je vais perdre telle personne » ou la personne qui est obligée de mettre fin à son emploi parce qu'elle souffre trop. C'est probablement... souvent, ce qui arrive, c'est souvent les gens veulent avoir une vie qui est agréable. Donc, ils chercheront pas à... il y en a qui peuvent chercher à se mettre dans le prétend, remarquer, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais les changements qui amènent un second niveau vibratoire au sein de l'individu et qui vont être durables, ben, c'est souvent lié à de la souffrance. Donc, et c'est sûr que des fois, de pas savoir ce qu'on sait, des choses qui vont arriver dans l'avenir, ça empêche l'individu de faire de l'anxiété avec certains changements qu'il est appelé à vivre ou à vivre un état de dépression. Et avec le temps, ce que je réalise, c'est de vivre mon rapport à l'avenir, n'étant pas enthousiaste, ni être pessimiste, constater les choses avec une certaine justesse, et c'est pas évident. Dans le sens que si, dans mon cas, en théorie, je suis posé d'avoir un enfant dans quelques mois, puis je suis enthousiaste, puis ben, mon enfant, je veux qu'il soit conscient, je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il soit en santé, etc. On peut avoir beaucoup de désirs, beaucoup d'attentes, mais si dans cette dynamique-là, ça se peut que je sois déçu. Puis si au contraire, je vis dans un état d'être pessimiste, parce que ma compagne a 41 ans, donc puis elle est enceinte. Fait que c'est sûr que le risque que la grossesse tourne mal ou qu'il y ait des complications ou autres est plus grand que si elle avait 20 ans. Là, je suis pas naïf. Fait que là, si j'ai peur que le bébé se présente pas bien par le siège de dernière minute, qu'elle ait une césarienne ou que le bébé ait des problèmes de santé, etc., là, je suis dans une dynamique réflexive. Qui est plutôt pessimiste, anxiogène. Pour sortir de la dynamique réflexive, que ce soit positive, naïve ou pessimiste, sceptique, ben, c'est d'être dans la neutralité. Et de rester dans la neutralité, c'est pas évident. Pourquoi? Ben, parce que l'ego a tendance à se réfléchir. Puis qu'est-ce qui sort l'ego de la réflexion? Ben, c'est être entre autres dans un état de colère mentale. Or, pour être dans un état de colère mentale, souvent, il faut souffrir dans son mental. Il faut vivre un choc énergétique qui nous bouscule dans l'ego et qui change notre vibration au second niveau. Donc, pour être dans la colère mentale. Et ça, l'ego peut pas le provoquer. Fait que là, tout ça m'amène à vous dire que, à quelque part, si quelqu'un réfléchit puis il souffre pas assez de la réflexion, ou s'il vit pas un choc de vie qui l'amène à sortir de la réflexion, ben, il va continuer à réfléchir, c'est inévitable. C'est ça le point que je veux faire. La personne peut être très lucide, qu'elle réfléchit ou avoir une certaine sensibilité, mais si elle peut pas faire autrement, parce qu'elle n'a pas le carburant énergétique pour se lever au-delà de la réflexion, elle pourra pas le faire. Quand même que la personne à côté lui dit « Ouais, c'est pas intelligent que tu réfléchisses constamment là, par rapport à ton enfant à venir. À quelque part, c'est malsain que tu passes ton temps à réfléchir que ça pourrait mal tourner, ça pourrait bien tourner, puis vivre l'oscillation. C'est inintelligent. » Quand même qu'elle se fasse répéter ça 36 000 fois. Si la personne ne peut pas faire autrement, c'est sûr qu'elle peut s'occuper. Au lieu de réfléchir, bon, ben, elle peut s'entraîner physiquement, elle peut aller se faire bronzer au soleil, ou elle peut caresser son chat. Et si ces activités-là lui font vivre une certaine forme d'apaisement au niveau de l'âme, pourquoi pas?
Donc, mais la personne, c'est sûr que si à un moment donné, elle est tannée de faire de l'insomnie parce que ça fait plusieurs jours qu'elle dort pas parce qu'elle a peur que peut-être son enfant va être malade ou difforme, ben là, à un moment donné, elle peut dire « ça suffit ». Être capable de mettre son poing sur la table puis monter en colère vibratoire pour créer un vide mental, pour arrêter la conversation interne dissonante en changeant son état. Donc, au lieu de vibrer à la peur, elle vit à une intensité qui fait le ménage dans sa psyché. Donc, si elle sature d'une condition psychologique, elle peut en venir là. Ou si la personne elle vit un choc de vie, elle réfléchit à ça, puis whoop, elle connaît un accident d'automobile, puis finalement, elle se ramasse à payer une franchise, puis ça coûte super cher, puis ça la contrarie. Ben, son mental va être occupé à, dans le fond, à être dans un état, si elle souffre de ça, de contester les plans qui ont orchestré l'événement et à ce moment-là, sortir de la réflexion psychologique. Donc, c'est ça que je voulais dire. Mais tout ça pour vous dire que, pour en revenir au thème du début de l'enregistrement, puis je vais conclure là-dessus, c'est que l'intégration est en fonction du rythme de chacun et c'est à intensité variable. Et les gens n'ont pas d'affaire à juger les autres dans le sens psychologiquement en disant, ben, il me semble qu'encore là, tout ça c'est discutable. Parce que quelqu'un, oui, peut aller plus loin puis l'autre peut le constater, c'est vrai. Mais dans certains cas, si la personne dit, ouais, l'autre qui parle de conscience, ouais, c'est pas aussi bon que Bernard de Montréal. Bernard, il a une vibration plus haute. Mais si la personne, son étalon de mesure, c'est Bernard qui a une vibration très haute, puis il compare l'autre avec ça, alors que l'autre n'a pas nécessairement à aller aussi loin vibratoirement, ben c'est aliénant. C'est comme quelqu'un qui se fait comparer à un athlète constamment dans le domaine de l'entraînement physique, alors que l'individu n'a pas comme programmation la capacité de faire la même chose. Quand même que on compare une personne à quelqu'un qui soulève 300 livres, puis l'autre, il a juste la capacité d'en soulever 150, ben, il est bien mieux de soulever 150 livres plutôt qu'essayer de faire comme l'autre, d'en soulever 300, puis se blesser les bras, puis se ramasser à l'hôpital, parce que il a voulu en prendre trop sur ses épaules au sens littéral. Donc, tout ça pour dire que chacun a respecté sa capacité à vivre en fonction de lui-même, tout en étant ouvert aux ajustements créatifs qui peuvent venir de l'environnement, pour avoir assez de transparence de l'ego pour les constater, puis constater jusqu'où il a intégré. Et ça, c'est subtil, parce que quelqu'un peut vous faire plein de critiques, puis ça se peut que, dans certains cas, ouais, il y a peut-être 20% de la critique, ou 30% qui ont intégré. C'est peut-être pas 100%, et c'est pas parce qu'à un moment donné, quelqu'un fait une critique intelligente par rapport à vous que c'est tout le temps intelligent. Mais ça ne veut pas dire non plus parce que quelqu'un vous a dit quelque chose qui n'était pas ajusté dans le passé que dans l'avenir, il ne vous dira pas quelque chose d'intelligent. Donc, c'est tout le temps à revisiter à chaque fois. Tout le temps à réévaluer à fonction de sa sensibilité. Et c'est sûr que tant que l'ego a de la psychologie et la capacité de réfléchir, il va colorer les propos. Ça fait partie de l'équation. Puis pour qu'il arrête de colorer les propos qui viennent des autres, ou même de son propre esprit, ben il faut que son ego soit épuré. Et pour qu'il soit épuré, il faut qu'il vive des chocs. Et les chocs du second niveau sont du ressort de l'esprit en fonction d'une programmation évolutive qui échappe à l'ego et qui lui est imposée. Donc, tout ça pour dire que chaque chose se fait en son temps. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.